Chef-d'œuvre intemporel de l'art animalier, le lièvre étonne par son hyperréalisme inhabituel à la Renaissance. La technique utilisée, libre mélange de gouache et d'aquarelle, contribue à rendre l'animal plus vivant que nature. Peint à taille réelle, le chardonneret est un trompe-l'œil destiné à une famille dont c'était le nom. S'il n'a pas le réalisme du lièvre, on est tout de même désolé qu'une discrète chaînette l'empêche de s'envoler. Les maîtres flamands ont ici beaucoup inspiré Chardin, on le voit à la lumière venant d'une fenêtre à gauche. Le personnage féminin joue de la serinette, instrument de musique destiné à faire chanter un oiseau en cage. Comme à son habitude, Caravage navigue entre profane et sacré, sans jamais tomber d'un côté ou de l'autre. Dépourvu des habituels attributs du saint, son Jean-Baptiste a même troqué l'agneau contre un bélier. Inventeur du bouquet peint, qui fit la fortune de nombreux maîtres flamands, Roeland Sèvres fut aussi le premier à tirer le portrait d'animaux isolés. La ménagerie que vous voyez ici est celle de l'empereur. Gérard Doux fut le plus doué des élèves de Rembrandt, au point que certaines toiles leur sont conjointement attribuées. Il donna toute sa mesure avec ce petit chien que je vous demanderai de bien vouloir ne pas réveiller. Élève pour sa part de Bruegel le jeune, Franz Snyders n'a pas la renommée qu'il mériterait. Les animaux que vous voyez dans les toiles de Rubens, Van Dyck ou Jordaens sont en effet de sa main. Amoureux des chevaux, les Anglais firent un triomphe à George Stubbs. Sa parfaite connaissance de l'anatomie de cet animal lui assura de multiples commandes, tel ce cheval attaqué par un lion dont il a peint plusieurs versions. Au début de l'automne, on ouvre la terre pour qu'elle s'aère pendant l'hiver. Les bœufs sont les vrais héros du peintre animalier Rosa Bonheur dans cet hymne à la tradition du sombrage. S'installant à Barbizon avec Millet et Rousseau, Charles Jacques y peignit la ruralité avec une franchise amusée qui peut parfois déconcerter tant elle est éloignée du lyrisme naturaliste des deux artistes précités. On doit à Edwin Landseer les lieux en bronze de Trafalgar Square, mais il fut aussi l'un des plus grands peintres animaliers de l'époque victorienne. Les chiens de Terre-Neuve qu'il popularisa portent son nom. Quand William Holman Hunt exposa le bouc émissaire, l'un de ses confrères écrivit « Comment peut-on, à partir d'une vieille chèvre et par la force du génie, faire l'une des œuvres les plus saisissantes et tragiques de l'art ?» Raymond Brascassa rénova en France la peinture animalière, quelque peu tombée en désuétude. Il avait à Montmartre une étable jouxtant son atelier dans laquelle il élevait des animaux. Inconnu hors d'Allemagne, Johann Baptist Hoffner a pourtant laissé de délicieuses peintures animalières qui ont inspiré Marcel Marlier, le créateur des Martines. Il y flirte avec un anthropomorphisme qui évoque aussi Walt Disney. Connu pour ses paysages et chevaux peints avec un réalisme teinté de romantisme, le Polonais Józef Czelmoński a produit cet étonnant cortège de perdrix sur la neige, au charme indéfinissable. Davantage attiré par l'illustration que par la peinture, Wilhelm Kühnert innova en désertant les jardins zoologiques et en allant chercher ses modèles sur le terrain lors de voyages qui le menèrent en Inde et en Afrique. Illustrateur également, Arthur Heyer a peint des chats, beaucoup de chats, blancs de préférence, qu'il alternait avec des dessins satiriques. Ces chats blancs lui valurent des funérailles nationales. La réputation de John Singer Sargent n'est plus à faire. Proche de l'impressionnisme américain, sa vivacité de touche et sa virtuosité sont manifestes dans ce portrait au petit chien, enlevé d'une main preste. Paul Peel fut l'un des premiers artistes canadiens à bénéficier d'une reconnaissance internationale. Son propre fils a posé pour cet attachant portrait d'un enfant charmé par une grenouille. Et nous finirons avec l'obscur Adolphe Imborg, qui se spécialisa dans les scènes monastiques humoristiques. Les moines y sont confrontés, avec le sourire, à des aléas qui prennent souvent l'apparence de chiens ou de chats.